Bonjour tout le monde, je suis vraiment ravi de participer à la convention annuelle d'APM. Il est vrai que je suis intervenu dans pas mal d'APM à travers différentes villes de la France je reconnais quelques visages qui me sont familiers. Je sais que ça a été déjà une longue journée. Donc merci d'être venu ici pour cette session sur la société frugale qui en fait, il y a eu un petit problème. En fait, c'est l'économie frugale, hein, pas la société frugale. Je voulais clarifier ça pour qu'il n'y ait pas un malentendu. Donc le sujet dont je vais discuter, c'est comment en fait il faut repenser l'innovation pour effectivement construire une nouvelle économie que j'appelle l'économie frugale. C'est une économie qui est beaucoup plus inclusive, durable et beaucoup plus saine. Alors effectivement, le concept de frugalité, c'est quelque chose que j'ai vécu grandissant à Pondichéry, dans le sud de l'Inde, l'ancienne colonie française. Donc je vais commencer quelque part, en première partie, à décrire un peu les origines de ce concept-là, qui quelque part sont liées à mes propres origines. J'ai grandi à Pondichéry, donc un climat très aride. Nous, on se levait, moi et mes frères, dans les années 70, je me rappelle, à 5 heures du matin pour remplir des seaux d'eau, parce qu'on avait juste quelques seaux d'eau pour se laver et puis pour cuisiner. Et puis on avait le luxe de prendre ce qu'on appelle une douche une fois par semaine avec un seau d'eau, one bucket shower, comme on dit en anglais. Donc ça, c'est la rareté que j'avais vécue en fait en tant qu'enfant. Et après avoir vécu cette rareté extrême pendant 20 ans, j'ai quitté en fait ce qu'on appelle l'hémisphère sud pour aller en Occident, probablement attiré par la promesse de l'abondance. J'ai étudié en France pendant 7 ans, avant d'émigrer aux États-Unis en 98 et m'installer dans la Silicon Valley depuis maintenant une dizaine d'années. Alors effectivement, dans la Silicon Valley et en Occident, on glorifie l'innovation parce que l'innovation en effet est très sexy, comme c'est le cas par exemple pour la sonde Maven envoyée par la NASA qui est rentrée dans l'orbite de Mars en septembre 2015. C'est sexy effectivement l'innovation, mais elle est aussi très coûteuse. Ce projet-là a coûté NASA la bagatelle de 670 millions de dollars, qui en fait sont l'argent des contribuables comme moi, effectivement. Alors c'est effectivement l'état d'esprit qui domine dans les pays occidentaux, c'est cette folie de cette course aux armements R&D comme j'appelle, ou que ce soit aux États-Unis ou en Europe, les entreprises en fait essaient de outspend, comme on dit en anglais, c'est-à-dire dépenser de plus en plus d'argent R&D avec cet espoir effectivement de pouvoir générer plus d'innovation, au point où il a été estimé qu'en 2015, les grands groupes dans le monde ont dépensé une somme faramineuse de presque 700 milliards de dollars en R&D. Alors, la question c'est, qu'est-ce qui se passe dans ces chiffres-là? C'est le fait que c'est bien de dépenser autant d'argent en R&D. La question c'est, qu'est-ce qu'on obtient? Quel est effectivement le retour sur investissement pour cette somme faramineuse? Et là, effectivement, pendant longtemps, c'était un tabou d'en parler, parce qu'on estimait effectivement que systématiquement, il y a une corrélation entre investissement R&D et innovation. Et puis, on a commencé à identifier depuis maintenant une dizaine d'années que finalement, il n'y a aucune corrélation entre montant investi en R&D et la performance d'une entreprise sur le plan d'innovation, tel que mesuré par exemple le nombre de produits, nouveaux produits introduits sur le marché qui sont vraiment une réussite. Par exemple, dans le domaine de biens de consommation, il y a 85% de produits de biens de consommation qui échouent dès la première année de le lancement. Ou alors le fait que beaucoup d'entreprises ont tendance à réinventer la roue. Donc, ils investissent massivement dans de nouveaux projets. Et j'ai toujours dit que j'étais consultant pendant 20 ans auprès des grands groupes. Et c'est intéressant parce que plus on investit dans un projet, plus on devient conservateur. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Donc, souvent, on a tendance effectivement à utiliser des référents des anciens projets, soi-disant pour créer quelque chose de nouveau. Mais finalement, on ne fait que réinventer la roue. On s'est penché sur cette question-là, moi et mes co-auteurs. Maintenant, ça fait il y a 10 ans. Et se dire finalement, il y a en même temps, d'un côté, il y a un problème en termes d'innovation, de la performance d'innovation. En même temps, il y a une demande d'innovation qui est en train d'augmenter, en particulier effectivement pour répondre à ces objectifs donc développement durable, tels que définis par les Nations Unies, les 17 objectifs de développement durable, que ce soit l'accès à l'eau, à la santé ou l'éducation de qualité. Et ce qu'on s'est dit, c'est que finalement, il y a deux problèmes en particulier qui sont très préoccupants, surtout en Occident. C'est le fait, par exemple, l'exclusion sociale, le fait qu'il y a presque 120 millions d'Européens aujourd'hui qui sont menacés de pauvreté, ou alors, par exemple, la rareté d'eau, qui devient un grand problème, à la fois dans les pays riches et dans les pays pauvres. Alors, si vous modélisez sous forme de sphère toute l'eau qui existe sur la Terre, ça ressemble à cette grosse bulle que vous voyez là-bas.
Par contre, vous voyez, cette petite gouttelette, c'est toute l'eau potable dont on dispose aujourd'hui pour nourrir 7 milliards d'habitants. Alors, vous pouvez imaginer la catastrophe quand on va avoir 10 milliards d'habitants sur Terre en 2050. Il faut vraiment, effectivement, qu'on trouve une nouvelle façon innovante de faire mieux avec moins. Néanmoins, le problème, c'est comme Einstein disait, c'est qu'on ne peut pas résoudre un problème avec le même état d'esprit qui les a engendrés. Donc, on s'est dit, finalement, il faut aller chercher un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon d'innover, qui est un peu différente de ce qui se pratique dans la Silicon Valley. Donc, moi et mes co-auteurs, on est retourné un peu à nos origines. On est allé en fait identifier comment en fait dans les pays émergents en Afrique, en Asie, en Amérique latine, les entrepreneurs innovent. Et là, on a découvert que finalement, ils avaient un état d'esprit totalement différent de la Silicon Valley. Alors, en Silicon Valley, un ingénieur vient au travail lundi matin, on se pose la question, et si je pouvais inventer une solution qui relierait mon frigo à mon portable? Effectivement, on a tous un réfrigérateur, on a tous un portable, et si jamais je suis à court de lait, ce serait bien de recevoir un texto pour que je puisse chercher un litre de lait au retour du travail. Simplement, il y a quelqu'un en Inde qui s'est posé une question beaucoup plus fondamentale qui est, et si je pouvais inventer un réfrigérateur qui ne consomme pas d'électricité? Alors ça, c'est effectivement une grande question parce qu'il y a 600 millions d'Indiens aujourd'hui qui ne sont pas connectés à ce qu'on appelle le grid, donc de façon fiable à l'électricité. Alors cette question n'a pas été posée par quelqu'un qui a un doctorat ou un MBA, mais quelqu'un qui n'a même pas fini son bac. Il s'appelle Mansukh Prajapati, qui est un potier de formation, qui a inventé Meeticool, qui est un réfrigérateur conçu entièrement en argile, qui ne consomme pas d'électricité et est 100% biodégradable. Et ça préserve en fait des fruits et des légumes frais pendant 5 jours et le lait frais pendant 3 jours, qui est vraiment un don de ciel pour les villages où l'approvisionnement alimentaire est très rare. Alors, le premier constat, en étudiant les entrepreneurs comme Mansukh Prajapati, c'est le fait que ce sont des alchimistes qui sont capables en fait de transformer les contraintes en opportunités. Ils sont capables de prendre quelque chose qui a très peu de valeur, comme la terre, et transmuter ça en quelque chose qui a de la valeur pour l'utilisateur ou le consommateur ou les citoyens. Et on voit cet état d'esprit vraiment ingénieux qui consiste à faire mieux avec moins. Dans beaucoup de pays émergents, tels que le Pérou, qui est un pays en fait qui est confronté à 90% d'humidité et ne reçoit uniquement qu'1 cm de précipitation annuelle, où une école d'ingénieurs a conçu ce panneau publicitaire géant qui absorbe l'humidité de l'air, la condense, la purifie et génère 90 litres d'eau potable par jour. Donc les Péruviens sont incroyables, ils sont capables de convertir l'humidité en air. Et la même chose en Chine, qui en fait confronte un énorme problème de vieillissement accéléré, où ils ont à peu près 500 millions d'habitants qui vont être plus de 60 ans en 2050. Et l'idée, effectivement, c'est on peut pas bâtir des hôpitaux et former des docteurs rapidement. Donc, on utilise en fait un système de télémédecine qui permet en fait aux infirmières et des gens dans la communauté locale dans les villages de pouvoir effectivement utiliser un appareil très facile à utiliser pour prendre en fait ce qu'on appelle les signes vitaux des personnes. Ça, c'est envoyé dans un cloud, un nuage, où il y a des algorithmes en fait qui analysent ça, offrent un diagnostic préliminaire. Et si c'est quelque chose de sérieux, il y a un docteur dans une ville lointaine qui peut de façon à distance offrir des conseils pour un plan de traitement effectivement pour les personnes par exemple qui sont atteintes de diabète. Parce que comme vous savez, l'Inde et la Chine sont en train de se rivaliser pour devenir la capitale mondiale des maladies chroniques, en particulier le diabète et les maladies cardiovasculaires. Donc c'est le genre de solution qu'il faut déployer parce qu'il y a une course contre le temps, comme j'expliquais, dans ces deux pays-là en termes de santé. Alors effectivement, ça s'applique aussi dans le domaine, donc l'idée de faire mieux avec moins. On peut même l'appliquer maintenant dans le domaine scientifique. On appelle ça la science frugale. Je reviendrai là-dessus plus tard. Mais vous donner un peu une idée de ça, c'est l'exemple de l'Inde qui, en même temps que la NASA, a pu effectivement faire entrer sa propre sonde dans l'orbite de Mars en septembre 2015 pour uniquement une somme de 74 millions de dollars, soit 1/10 du coût de NASA. Et en plus, ils l'ont développé 3 fois plus vite parce qu'en fait, au lieu de bâtir des maquettes physiques, ils ont utilisé en fait le talent informatique en Inde, de programmation, pour faire la simulation sur l'ordinateur. Okay. Alors, le film Gravity avec Sandra Bullock et George Clooney a coûté Hollywood 100 millions de dollars. Alors, pendant que Hollywood explore l'espace en fiction, l'Inde le fait en réalité beaucoup moins cher. Okay. Et donc, c'est un peu l'idée de la science frugale, et on parlera beaucoup de ça tout à l'heure parce que c'est vraiment un nouveau concept hyper révolutionnaire qui est en train d'arriver maintenant à grands pas.
Alors, quand on a étudié tous ces exemples-là, j'ai écrit mon premier livre, hein, que vous pouvez effectivement, de façon shameless plugin, comme on dit en anglais, vous pouvez l'acheter effectivement les librairies ici, mais en fait, le livre s'appelle Innovation Jugaad et j'ai présenté dans pas mal d'APM donc à travers la France. Alors Jugaad, effectivement, c'est un mot hindi, donc qui veut dire une capacité ingénieuse de pouvoir trouver des solutions efficaces dans des conditions difficiles. Et si je dois utiliser un personnage pour illustrer vraiment cet état d'esprit Jugaad, c'est MacGyver, bien sûr. Contrairement à James Bond, il est capable de se démerder dans pas mal de situations avec très peu de moyens, avec son couteau suisse et tout ce qu'il peut trouver localement. Et donc, c'est vraiment cet état d'esprit ingénieux qu'on a célébré au départ. Mais éventuellement, ce concept a évolué pour aujourd'hui donner naissance à quelque chose de beaucoup plus formel en termes de méthode. C'est vraiment cette grande idée des pays émergents, c'est comment utiliser ce qui est abondant pour créer ce qui est rare. Ça paraît un peu un paradoxe, effectivement, vous voyez, parce que si on a rareté, comment on peut avoir aussi une abondance? Alors, si c'est possible, parce que, alors j'ai dit toujours en France, le sport national, c'est pas le football. Hier, j'étais à Lyon avec l'équipe du rugby. C'est pas non plus le rugby, mais plutôt c'est de râler. Je crois que c'est un sport où on est imbattable au monde, et parce que justement, on voit toujours le verre à moitié vide. Alors, effectivement, dans les pays émergents, il est vrai que les entrepreneurs sont conscients du fait qu'il y a des ressources tangibles qui sont rares, que ce soit l'eau, l'énergie, le capital. Par contre, ils sont aussi conscients des ressources intangibles qu'ils ont à l'intérieur. Alors, ce sont des ressources intangibles telles que l'ingéniosité, l'empathie, résilience, les qualités humaines, mais aussi le capital social. Effectivement, je crois que c'est quelque chose dont on paye pas attention. Là, je parle pas des réseaux sociaux, hein, Twitter, Facebook, mais le capital social humain. Comme j'ai décrit dans le cas de Chine, hein, où ils utilisent effectivement des gens dans la communauté locale pour prendre soin des aînés, des personnes âgées. Alors, on peut aussi voir ça d'une autre façon, c'est de dire finalement, il y a aussi des ressources existantes en termes technologiques, des technologies existantes qu'on peut réutiliser pour créer la valeur, au lieu de réinventer la roue, ou alors essayer de trouver une nouvelle technologie. Alors, et c'est là, je pense, que c'est vraiment un peu paradoxe. Moi, j'habite en Silicon Valley où on cherche toujours ce qu'on appelle the next big thing, vous voyez, la prochaine grande découverte. Et des fois, la dernière grande découverte peut aussi être utile pour créer de la valeur. Et je crois qu'il y a un continent, et j'ai vu que l'Afrique était effectivement mise en valeur durant cette convention. Et je crois que l'Afrique nous montre très bien comment effectivement utiliser ce qui existe en abondance pour surmonter la rareté. Parce que c'est un continent d'extrême où dans quelques pays donc subsahariens, on a 80% des habitants qui n'ont pas, par exemple, un compte bancaire ou accès à l'électricité, mais il y a 80% qui ont un portable. Donc, ce qu'on voit effectivement, c'est la possibilité d'utiliser l'abondance de la connectivité mobile pour justement donner accès aux services bancaires, comme c'est le cas pour M-Pesa, qui au Kenya aujourd'hui permet à 50% de la population d'envoyer, de recevoir de l'argent avec le portable sans avoir un compte bancaire. Et aujourd'hui, ce service-là est aussi utilisé pour se procurer en énergie solaire avec un pay-as-you-go model, donc c'est-à-dire au comptant. Donc tous les jours, vous faites un micro-paiement de 30 centimes avec votre portable et ensuite vous avez accès à l'électricité propre et gratuite au bout de 365 jours. On s'appelle M-Kopa, donc c'est la même boîte M-Pesa qui a lancé ce service aussi, M-Kopa. Et ce qui est intéressant, c'est que ce genre d'innovation, donc très ingénieuse, frugale, qui en fait, au départ, ont été développés dans le Sud, ce qu'on appelle le Sud, que j'impacte le terme, mais bon, utilisons ce terme dans le pays émergent. Aujourd'hui, maintenant, trouve une application dans les pays riches. Alors, Orange, par exemple, l'opérateur télécom, qui a ils ont mis en place un système similaire qui s'appelle Orange Money en Afrique, a obtenu une licence de la Banque de France pour introduire une solution similaire en France et dans le reste de l'Europe à partir de 2018. Donc, à partir de 2018, Orange va aussi offrir des services bancaires. Vive la compétition. Et aussi la disruption, parce que la disruption dans plein de secteurs vont être latérales. Ils vont venir d'autres secteurs desquels vous n'attendez pas. Donc, c'est aussi pour ça que je présente ça, parce que vous allez voir, c'est vraiment des innovations de rupture qui n'émanent pas de la Silicon Valley. Émanent peut-être de Kenya ou d'autres pays qui ne sont pas sur votre radar actuellement. Alors, effectivement, depuis, on a théorisé effectivement une méthode. Étant français, il nous faut toujours une méthode. Donc, on s'est dit, il faut quand même
arriver à trouver un principe, une formule effectivement mathématique pour résumer un petit peu c'est quoi effectivement cet état d'esprit Jugaad, c'est bien, mais c'est quoi la méthode, la formule? Ben, la formule consiste effectivement à résoudre quelque part une équation à deux variables, c'est-à-dire une variable c'est création de valeur, et j'insiste sur le fait que c'est pas au singulier, c'est au pluriel, vous allez voir pourquoi. Donc c'est valeurs des valeurs, et tout en minimisant, donc on essaie de maximiser les valeurs, tout en minimisant les ressources. Ça paraît simple, mais on va un petit peu déconstruire cette formule. Il faut vraiment voir la profondeur la profondité, c'est pas comme profundity, voilà, de cette formule-là. Pourquoi c'est vraiment disruptif. Alors, parce que justement, la valeur, c'est pas juste la valeur économique, c'est aussi la valeur sociale et écologique. Donc déjà, on a une équation à trois variables. En même temps, effectivement, c'est et social, et économique, et écologique. Et en termes de ressources, effectivement, c'est capital, énergie et temps. Je crois que ça, c'est relativement intuitif. Alors, simplement, ça paraît intuitif jusqu'au moment où on commence à introduire un ordre de grandeur. Et cela devient intéressant. C'est-à-dire que si jamais, imaginez la compétition qui introduit une solution qui apporte 10 fois plus de valeur avec 10 fois moins de ressources, ça devient intéressant, n'est-ce pas? Alors, poussons plus loin. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui introduit une solution qui apporte 100 fois plus de valeur avec 100 fois moins de ressources, ou à un coût 100 fois moindre. Là, on parle d'innovation de rupture. Alors, il y a une solution qui effectivement incarne cet esprit de rupture. Alors, je l'ai amené avec moi ici. Donc, alors ça s'appelle Embrace. Alors, déjà, j'explique la problématique. C'est qu'aujourd'hui, il y a des millions de bébés qui sont nés de façon prématurée à travers le monde. Et aujourd'hui, on les met dans des incubateurs en Occident qui coûtent la bagatelle de 20 000 $. Et ça nécessite aussi l'électricité. Qui n'est pas souvent disponible dans les pays émergents. Et en plus, 20 000, c'est trop cher. Et donc, 4 étudiants de Stanford ont inventé, en fait, ce qui ressemble, en fait, c'est une couveuse pour bébés prématurés, qui est conçue comme un sac de couchage. Hein, et à l'intérieur, en fait, il y a ce matériau qui ressemble à cire, qu'on peut déposer sur une plaque chauffante, et ça va fondre. Et ensuite, on le réinsère. Attendez, hop. Avec deux mains, ça va être difficile. Voilà, hop. Alors, soit on le met sur une plaque chauffante, ou alors même dans de l'eau bouillante, et ça fond en fait comme de la cire. Et ensuite, vous le réinsérez ici, et ça garde le bébé à température constante pendant 6 heures d'affilée. Voilà. Donc, c'est une solution vraiment ingénieuse, et ça coûte uniquement 200 $, donc 1% du coût des incubateurs. Et ça a déjà sauvé la vie de 300 000 bébés à travers le monde. Et il compte sauver la vie de 1 million de bébés dans 5 ans à venir. Okay? Effectivement, Jane Chen, la cofondatrice, a eu la chance de présenter ça à Obama et aussi Beyoncé est une championne de ce produit. Donc voilà, ça aide aussi des fois à avoir un star derrière un produit comme ça. Voilà. Donc ce sont vraiment des solutions très ingénieuses. En termes de valeur, c'est important parce que c'est pas que des valeurs économiques, c'est la valeur aussi émotionnelle parce que la première personne qui a bénéficié de cette solution, c'était une mère qui a perdu 5 bébés prématurés avant de pouvoir sauver le 6e avec ce produit-là. Okay. Donc, c'est quelque chose qui est priceless, sans valeur, comme on appelle, au-delà de la valeur. Alors, ça, c'était la première partie où je vais décrire effectivement la genèse de ce concept, hein, qui vient des pays du Sud, ce concept d'innovation frugale. Et là, je vais transitionner à ma deuxième partie pour vraiment décrire que cette idée de faire mieux avec moins, ce besoin de faire mieux avec moins, on commence à l'identifier aussi dans les pays matures, hein, dans les pays riches en Occident. Alors ça, c'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on voit que les consommateurs en Occident commencent à rechercher non seulement de la valeur économique, hein, mais aussi des valeurs. Par exemple, de plus en plus de consommateurs qui préfèrent acheter des marques de distributeurs au lieu des marques bien connues des grands groupes. Le fait qu'il y a, même si on a un président américain qui incarne le maximalisme, on a effectivement des consommateurs maintenant aux États-Unis qui commencent à pratiquer ce qu'on appelle la simplicité volontaire. C'est vraiment de pouvoir effectivement vivre mieux avec moins. On appelle ça maintenant le minimalisme. Les Américains aiment bien inventer de nouveaux termes. Et les gens qui pratiquent ça, on les appelle les MINS. M-I-N-S. Bon. Et si vous googlez, il y a sur Netflix, il y a un documentaire justement qui fait un tabac en ce moment. Il y a 20 millions d'Américains qui sont en train de
se mettre à la page de minimalisme. Donc c'est vraiment une tendance de fond qui vaut le coup d'étudier. Et puis on voit aussi que de plus en plus les consommateurs recherchent la valeur, hein, en termes de valeur, les valeurs, c'est-à-dire qu'ils cherchent des marques qui sont responsables sur le plan social et écologique. Donc ça c'est un premier fait, c'est que les consommateurs recherchent la valeur et des valeurs, et surtout les générations Y, Z recherchent en fait la qualité et non pas la quantité. Ma génération X, pour nous, une grosse bagnole, c'était un symbole de statut, hein, status symbol. Mais c'est pas le cas pour les jeunes, parce que pour eux, effectivement, avec l'économie de partage, ils préfèrent avoir accès à une voiture sur demande, comme un service, et non pas acheter et posséder une voiture. Donc déjà, je crois que ça, c'est un premier constat. Deuxièmement, et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour les grands groupes, même, je crois, pour même les ETI, c'est que il y a pas beaucoup qui veulent travailler pour vous. Ils préfèrent plutôt devenir des entrepreneurs eux-mêmes. Et ça, c'est une tendance. J'étais hier à EM Lyon pour accueillir les 200 000 étudiants qui rentrent en programme. Et ce statistique est déjà obsolète parce que là-bas, à EM Lyon, c'est presque 75%, je crois, qui veulent devenir des entrepreneurs une fois qu'ils ont le diplôme. Voilà. Donc c'est quand même, c'est pour ça que le tagline EM Lyon, c'est devenir des makers, des entrepreneurs, et non pas des cadres. Alors que moi, il y a 20 ans, quand je faisais mon MBA, c'était pas le cas. Voilà, vous voyez. Donc ça, c'est quand même une tendance de fond aussi à prendre en compte. Alors qu'est-ce qui se passe effectivement? J'ai cité justement pas mal de statistiques, mais vraiment derrière tout ça, je crois qu'il y a une grande tendance que je vais étudier un peu plus dans mon prochain livre qui s'appelle La société consciente. C'est vraiment ce que j'observe, c'est qu'effectivement il y a une évolution de conscience, de la conscience des citoyens en Occident, un peu partout dans le monde, je crois, mais beaucoup plus prononcée en Occident parce que on atteint un moment où effectivement on a une richesse matérielle suffisante. Et on est en quête de sens, voilà, qui n'est pas encore le cas dans les pays en voie de développement. Mais donc, la conscience, effectivement, en Occident a une connotation très bien définie sur le plan médical, voire psychologique. C'est le fait que conscience, ça veut dire que c'est l'opposé, ça veut dire que vous êtes éveillé et non pas endormi ou dans le coma. En gros, c'est ça, quoi. Mais dans les pays de l'Est, enfin des pays donc de l'Orient, en Inde et en Chine en particulier, le concept de conscience, on utilise le système des chakras. Donc, ce sont donc des centres d'énergie qui sont situés donc tout au long de notre corps subtil. Et ces centres d'énergie, en fait, ont une influence considérable sur nos émotions, nos pensées et nos actions. Il y en a 7 sur notre corps subtil. Alors, il y en a 3 effectivement qui influencent sur nos instincts animaux. Parce qu'en fait, il faut pas oublier qu'on est moitié animal, moitié divin, comme on dit. Et donc, les instincts animaux, effectivement, c'est les 3 premiers chakras, donc qui sont effectivement la survie, la peur, les désirs, d'abord sexuels, et ensuite désirs pour toujours plus. J'ai une bagnole, mais j'en veux une deuxième, peut-être électrique cette fois-ci. J'ai une résidence secondaire, j'en veux une autre. J'ai le titre de vice-président, mais mon copain de promo, il est déjà senior vice president. Donc, c'est toujours cette quête de plus. Voilà. Et après, une fois qu'on a plus, c'est pas suffisant. On veut avoir tout. Ça, c'est le pouvoir. C'est la domination. C'est la domination territoriale, comme on appelle. Hein. Alors, ça, c'est les 3 premiers donc instincts. Et tant qu'en fait, on est influencé par ces énergies-là, on vit un mode d'existence que j'appelle le mode de vie en avoir. C'est-à-dire que on est toujours en quête d'avoir quelque chose. Et donc, on est toujours auto-centré. C'est moi tout le temps. Et on est toujours, en fait, animé par un sentiment de rareté. On se sent jamais complet. Il y a toujours quelque chose qui manque. Donc, on cherche à compléter quelque chose en soi en allant acheter quelque chose, en allant posséder quelque chose. D'où ce mode d'existence, avoir, comme je l'ai décrit. Et il y a un shift qui s'opère, c'est quand on ouvre le chakra du cœur, où effectivement, on commence à ressentir la compassion qui n'est d'autre que la passion d'assouvir la souffrance des autres. Et là, effectivement, il y a un lien qui se crée avec les autres. Et ensuite, il y a le chakra de la gorge, qu'on appelle donc le Vishuddhi, qui est le chakra de l'ingéniosité. Alors, ça, c'est un chakra très important parce qu'on est tous nés avec une chanson qu'on est uniquement qualifié à chanter. Malheureusement, la majorité d'entre nous, on va mourir sans jamais l'avoir découvert. Et donc, c'est ça qui nous rend original. C'est ça qui nous rend unique, en fait. C'est l'authenticité, en fait. Et puis arrive la sagesse. Ce sera une autre session à 17h30 si vous voulez me joindre. Je vais présenter ça, la sagesse, effectivement, de mon récent livre. C'est là, effectivement, on ouvre le 3e œil, qui est l'œil d'intégration. C'est là qu'on commence à voir que finalement, alors parce qu'effectivement, le premier chakra, c'est la division, survie. C'est-à-dire que si moi je vis, toi tu meurs. Et donc c'est la dualité. Donc on va d'un monde dualiste à un monde non dualiste. Et là, effectivement, à ce niveau-là, on commence à réunifier
les choses qui sont effectivement contradictoires ou divisées, et on commence à les intégrer, à les réunifier. Et c'est ça, justement, à mon avis, la définition de sagesse, quelque part. C'est vraiment cette réintégration. Et là, quand vous opérez avec les 3 chakras supérieurs, vous menez un mode d'existence que j'appelle l'être. Il y a un très beau mot en anglais, en français, qui n'existe pas en anglais, c'est le savoir-être. On commence à cultiver le savoir-être. Et là, effectivement, on est autre-centré, comme j'appelle, et non pas auto-centré. On se préoccupe davantage des autres. Et en plus, on ressent un sentiment d'abondance, une richesse intérieure qui nous permet effectivement de faire 2 choses. Déjà, partager cette richesse avec les autres. Et plus important, ne pas être à la quête de quelque chose qui est en dehors de nous. Parce qu'on comprend que, comme Bouddha disait, que toutes les réponses et toutes les ressources existent déjà en soi-même. Okay? Donc, avec ça comme principe d'évolution de conscience, je vais en fait expliquer comment on voit que de plus en plus de consommateurs, des citoyens conscients maintenant, sont en train d'utiliser cette conscience évoluée pour construire en fait une nouvelle économie qui est alimentée par ce que j'appelle l'énergie humaine, c'est ce que j'appelle l'économie frugale, qui repose en fait sur 3 piliers, qui est donc le partage, le mouvement des makers et troisièmement, l'économie circulaire. Alors, je vais rapidement les introduire, vous connaissez probablement déjà suffisamment sur ces 3 piliers-là. Alors, l'économie de partage, on le sait tous, c'est Airbnb, c'est Blablacar, hein, c'est effectivement un marché qui est censé devenir représenter 335 milliards de dollars en 2025, qui va être aussi gros que le secteur actuel de location de voitures ou de chambres d'hôtel. Mais je pense que ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. C'est-à-dire, c'est le partage entre consommateurs. Mais je crois que la vraie révolution qui va venir, c'est quand les entreprises commencent à partager leurs ressources. Et ça, pour moi, c'est l'avenir, c'est le B2B sharing. C'est donc le partage entre entreprises. Et là, on parle probablement d'un montant au moins 10 fois plus. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que toutes les tendances qui émanent, c'est pour ça que je montrais ça. En fait, aujourd'hui, toutes ces tendances-là se font dans le monde consumer, B2C. Et si vous regardez dans les 50 dernières années, toutes les grandes tendances commencent toujours dans le monde B2C avant d'être acceptées dans le monde B2B. D'où l'importance de payer attention à ces tendances parce que ça commence toujours comme ça, une petite partie visible, mais on ne prête pas attention à la partie submergée. Vous voyez. Et je donnais des exemples tout à l'heure des entreprises qui pratiquent cette forme de B2B sharing qui va être très intéressante. Et peut-être, en tant que membre APM, ça peut être intéressant aussi d'étudier comment vous, en tant que membre de l'APM, peuvent être des pionniers, en fait, de ce B2B sharing. Alors, un exemple concret de ça, au Danemark, par exemple, ils sont déjà là. Dans le pays de Scandinave, ils adorent ce concept. Donc, c'est vraiment, par exemple, il y a 10 entreprises qui sont co-localisées dans ce parc éco-industriel de Kalundborg, au Danemark, où en fait, ils s'échangent tout. Donc, les déchets d'une entreprise deviennent les matériaux d'une autre entreprise. Donc, de façon en boucle fermée, continue. Donc, en fait, rien ne se gaspille, en fait. Toutes les ressources sont partagées de façon donc intégrée. On appelle ça la symbiose industrielle. Des entreprises comme Michelin et autres qui sont en train aussi d'expérimenter ça pour voir comment ils peuvent transformer leur chaîne de valeur de façon comme un écosystème. Donc, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Le deuxième pilier, rapidement, c'est le mouvement des makers. Vous avez entendu parler, c'est des Fab Labs, ce sont des tech shops, c'est l'impression 3D qui permet effectivement d'imprimer des produits de façon abordable et localement, plus important, localement. Mais aussi, c'est au-delà des imprimantes 3D, il y a aussi maintenant des composants électroniques bon marché, comme par exemple ça c'est Raspberry Pi. C'est un micro-ordinateur de la taille d'une carte de crédit qui ne coûte uniquement que 35 $. Et ça a été inventé à Cambridge University en Angleterre. Au départ, pour introduire les jeunes filles et garçons à la programmation. Et ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, ils en vendent 23 millions d'unités en 5 ans. Parce qu'en fait, il y a plein d'entrepreneurs qui utilisent ça maintenant pour construire des applications très intéressantes, que ce soit des biens de consommation durable, des appareils électroménagers, des drones, mais aussi des applications à valeur sociétale, comme par exemple là, c'est en Inde. Alors, il y a 5 milliards d'habitants dans le monde qui n'ont pas accès à l'électricité, pardon, au Wi-Fi, 5 milliards d'habitants dans le monde. Alors qu'on en passe de passer à 4G, à 5G, il y a des gens qui n'ont même pas 2G. Alors, l'idée, c'est de dire que si, par exemple, ils veulent accéder au contenu de Wikipédia ou Khan Academy, vous voyez, le contenu donc éducatif numérique, ils ne peuvent pas le faire parce que il faut avoir accès à l'Internet. Alors, l'idée, c'est de prendre tout le contenu éducatif numérique
et le télécharger sur la puce. Il y a suffisamment de mémoire pour contenir tout. Et ensuite, ce micro-ordinateur est équipé de Wi-Fi. Donc, on active le Wi-Fi et ça devient un serveur local. Et ensuite, il y a des étudiants, des jeunes dans cette salle qui peuvent utiliser une tablette low cost inventée en Inde qui coûte uniquement 35 $ au lieu de 600 $ du iPad d'Apple. Et ensuite, ils peuvent accéder localement au contenu pour un serveur local. Et en 2 heures, cette classe est auto-configurée. Il n'y a pas de professeur, il n'y a pas d'instructeur, il n'y a pas d'instituteur ou de professeur, vous voyez. Ça, c'est vraiment l'avenir de l'éducation, c'est où les jeunes, en fait, sont capables de s'auto-organiser et en 2 heures, ils sont capables d'installer ce système et commencer à apprendre eux-mêmes. Okay. Et effectivement, ça, c'est aussi une solution maintenant qui est utilisée dans l'exploration spatiale. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple de la NASA au départ. Alors ça, c'est un cosmonaute britannique qui a en fait créé un appareil spécial avec 6 de ses composants pour l'amener à la station internationale d'espace, station spatiale internationale, pour faire des expérimentations là-bas. Okay? Donc ça, c'est aussi cette idée de science frugale que je vais introduire un peu plus formellement. Alors la science frugale consiste effectivement, alors ça c'est ce qu'on appelle des makers, hein, c'est sympa, monsieur tout le monde, madame tout le monde peut bidouiller et faire des choses incroyables avec des, on peut appeler ça l'ingénierie frugale si vous voulez. Et si on pousse plus loin, on peut parler de la science frugale, c'est-à-dire effectivement qu'est-ce qui se passerait si, j'ai pas pensé à ça, si Pasteur vivait aujourd'hui, comment il aurait inventé les choses. Alors, à mon avis, ce sera avec ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des gens comme Anu Prakash à Stanford University qui ont inventé, par exemple, un microscope de 50 centimes qui est conçu comme du papier origami qu'on peut donc plier et ça devient un microscope et ça peut amplifier des cellules, des structures sous-cellulaires comme les parasites ou les microbes à 2000 fois. Okay? Alors, ça a 2 utilités. Ça peut être utile pour diagnostiquer des problèmes comme malaria ou tuberculose dans les pays en voie de développement, mais ça peut aussi être utilisé par les étudiants pour faire la recherche scientifique. Parce qu'un microscope, même le bas de gamme, ça coûte 2000 $. Okay? Donc, c'est ce qu'on appelle la science frugale parce que ça va démocratiser la recherche-développement. Et donc, on parle maintenant de citizen scientists, des citoyens scientifiques, si vous voulez. C'est une façon de démocratiser la recherche-développement. Mais ça va plus loin. Et ça, c'est plus excitant pour moi. Alors, j'explique pourquoi. Parce que, effectivement, bon, la science, c'est important. Mais dans le chakra, ben, il faut quand même manger, voilà. Si on a froid et on n'a pas la bouffe, ben, on va quand même crever, quoi. Donc, la question, c'est comment, en fait, on autogénère. On appelle ça maintenant l'autoconsommation. On parle de consommateur. C'est le fait qu'effectivement, de plus en plus, la production va se rapprocher de la consommation. C'est un peu la grande idée. C'est-à-dire que l'écart entre production et demande, donc supply et demand, va se rétrécir. Okay? Et je donnais pas mal d'exemples pour vous convaincre. Alors par exemple, on le voit déjà avec les circuits courts, hein, 80% des Français préfèrent acheter localement les produits alimentaires. Alors c'est le fait qu'à Seattle, par exemple, ils ont développé le plus grand jardin urbain au monde. Je crois que c'est plusieurs hectares. 70% des fruits et légumes sont produits là-bas. Donc la ville devient autosuffisante. Okay. Ou c'est le cas par exemple en Allemagne où il y a beaucoup de quartiers qui produisent leur propre électricité et revendent en fait aux fournisseurs d'électricité. Et il est prévu qu'en 2050, 50% des Européens vont générer leur propre électricité. Je ne sais pas s'il y a un slide, je l'ai pas ici, mais vous savez que par exemple Tesla est en train de piloter ce qu'on appelle les Powerwall, qui sont en fait des unités autonomes qu'on peut installer dans les maisons pour générer vous-même votre électricité solaire. Okay? Si ce qu'ils ont fait avec les voitures électriques peut se répliquer au niveau de ça, ben, vous voyez où on va avec ça. Okay? Je vous invite en fait aussi à lire le dernier dernier numéro de la Tribune. Il y avait un article très intéressant sur justement l'autoconsommation dans le domaine de l'énergie, électricité. Et des gens comme Angie et autres parlent beaucoup maintenant de la décentralisation. Donc il y a 3 D, hein, décentralisation, alors digitalisation, et puis j'ai oublié le 3e D. C'est les 3 D en fait qui vont caractériser en fait le secteur énergétique en fait. Voilà. Alors le 3e donc volet de cette économie frugale, c'est effectivement donc l'économie circulaire. Beaucoup d'entre vous ont entendu parler de ça, surtout en France, c'est quand même assez bien connu. C'est l'idée effectivement qu'on va dans l'économie linéaire où on extrait des matériaux de la terre, on fait un iPhone qu'on utilise pendant 2 ans
et ensuite on se débarrasse, et ensuite ça crée une pollution électronique pas possible, une pollution toute court, hein, et d'aller dans l'économie circulaire où effectivement on conçoit des solutions de telle façon qu'en fin d'usage, on peut récupérer les matières premières et en faire de nouveaux produits en boucle continue, d'où le concept de circularité. Et il est estimé qu'on peut générer jusqu'à 4,5 trillions de dollars en faisant cette bascule d'une économie linéaire à une économie circulaire. Alors, quelques exemples très rapides de deux entreprises qui sont en train de devenir ce qu'on appelle des entreprises circulaires, avec donc l'objectif d'éliminer tout donc déchets industriels en 2020 ou 2025. Donc, Levi-Strauss, donc le fabricant de jeans, eux, en fait, ils sont en train de développer des jeans avec des bouteilles de plastique recyclées. Vous savez que les océans sont pollués avec beaucoup de plastique. Donc l'idée c'est de récupérer tout ce plastique-là pour en faire donc des vêtements. Alors ça prend 8 bouteilles de plastique pour faire ça, un jeans comme ça s'appelle donc Wasteless. Ou alors c'est le cas de Tarkett, un fabricant de moquettes, revêtements de sol, qui a aussi fait cette bascule vers l'économie circulaire avec Michel Giannuzzi, qui a entamé ça en 2008. Après 10 ans, ils ont fait beaucoup de progrès et l'idée effectivement aussi c'est et c'est tellement intéressant parce qu'ils recyclent tous leurs moquettes. Ils ont aussi basculé dans ce qu'on appelle des dalles, ce n'est plus des moquettes intégrées. Donc vous remplacez uniquement, je crois, 15-20% de votre moquette tous les ans, tous les 2-3 ans, et non pas devoir remplacer donc toute la moquette. Et l'idée effectivement c'est qu'ils sont devenus tellement bons dans le recyclage des moquettes qu'ils vont même acheter les moquettes usées des rivaux pour ensuite recycler et en faire de nouveaux usages. Okay. Donc on voit qu'à grande échelle, c'est possible de le faire. Et la France, je suis fier de le dire, est beaucoup plus avancée. Enfin, on n'est pas en avance parce que la Scandinavie est vachement plus avancée. La Finlande, particulièrement, et le Danemark sont beaucoup plus en avance sur ce domaine-là. Mais il y a beaucoup de progrès ici comparé, par exemple, aux États-Unis où, surtout avec l'actuel président, je crois qu'on est plutôt dans l'économie linéaire, du 19e siècle. Alors, mais je vais quand même conclure avec la dernière partie que je crois que c'est important, c'est vraiment de dire bon, tout ça c'est bien un avis, mais comment moi j'applique ça dans mon entreprise, c'est quand même important parce que vous êtes quand même tous des dirigeants. Donc, je vais quand même vous laisser avec quelques deux points d'abord, avant de donner de bonnes pratiques. Les 2 points, c'est vraiment une espèce un constat de où on est actuellement. Parce qu'effectivement, il y a un grand décalage entre tout ce que j'écris et le fait que beaucoup d'entreprises aujourd'hui continuent à engager les clients et les employés aujourd'hui au niveau des 3 chakras. C'est soit carotte, bâton, quoi. Vous voyez, en gros, c'est ça, quoi. C'est incentive ou alors c'est menace. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a je sais pas si vous avez vu des récents, ça va sortir dans les mois à venir. Il y a beaucoup maintenant d'études qui sortent des États-Unis où on montre que finalement plus de 80% des salariés considèrent que le lieu de travail devient toxique. C'est-à-dire que travailler dans un environnement toxique, c'est l'équivalent de fumer 20 cigarettes par jour. Et on n'osait pas parler de ça aux États-Unis parce que le travail, c'est sacrilège, quoi. Ben là, il y a plus en plus d'études qui sont en train de sortir. Donc, on se tue au travail, quoi, littéralement. Et donc, parce qu'effectivement, il y a cette pression énorme. Vous entendez, par exemple, chez Uber, cet environnement très toxique de travail. Parce qu'effectivement, on manipule les 3 premiers chakras des gens. C'est vraiment la peur, ou alors c'est le désir d'avoir une promotion, ou alors le pouvoir. Donc on joue là-dessus. Donc il faut déjà commencer à engager les clients et les employés avec les 3 chakras supérieurs, donc activer la compassion, la générosité, la sagesse. Deuxième décalage, c'est, vous voyez, l'économie frugale, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fluide, très dynamique, avec des unités de de production à taille réduite, proche de la consommation. Très différente de comment les entreprises sont organisées aujourd'hui. Vous voyez, c'est vraiment aujourd'hui, c'est ça, quoi. L'organigramme, ça ressemble à ça, quoi. Pas du tout très monolithique, une entreprise très monolithique comme ça. Donc déjà, il y a un grand décalage entre la structure et la culture de l'entreprise actuelle et l'économie frugale que je décris avant. Alors comment effectivement on va faire cette transition d'une entreprise, je dirais, traditionnelle, une entreprise qui est capable effectivement de s'intégrer et tirer profit de cette économie frugale. Alors je vais offrir quelques bonnes pratiques. Parce que je pense que c'est important quand même que vous ayez quelque chose de concret à retenir de cette présentation. Alors, la première chose, c'est que je crois que de plus en plus, il y a 5 attributs clés qui doivent être intégrés dans tous les produits que vous allez développer. Ce sont 4 qui sont très tangibles. Abordabilité, simplicité, les gens veulent simplifier leur vie, surtout les jeunes. La durabilité, sociale et environnementale, et qualité.
parce qu'on ne peut pas compromettre la qualité au nom de au nom de l'abordabilité ou la simplicité. Voilà. Donc, ça, c'est les 4 critères, donc attributs tangibles. Et puis un 5e qui est intangible, qui est le sens. Parce que de plus en plus, les consommateurs recherchent du sens. Donc, c'est vraiment une équation avec 5 variables qui n'est pas facile, mais justement, c'est ça l'innovation. L'innovation, c'est pouvoir surmonter la complexité. Donc, ça, c'est un premier point. Je pensais que ce serait bien de donner un exemple concret d'une entreprise qui a commencé l'innovation frugale avec l'abordabilité, mais ensuite est en train d'aller plus loin sur ces 5 variables. Alors, c'est Renault, effectivement, vous savez très bien, alors ça c'est Carlos Ghosn, vous connaissez, qui effectivement a bâti sur le succès de son prédécesseur, Louis Schweizer, qui avait lancé donc la Logan, et ensuite avec Carlos Ghosn, il a bâti la marque Dacia, qui aujourd'hui représente donc plus de 40% des revenus de Renault, hein, à partir de rien, il y a à peine 10 ans. Mais ils ne sont pas arrêtés là, ils sont pas restés sur le laurier, parce qu'en fait, ils ont aussi inventé une voiture entièrement conçue en Inde pour une somme de 3 500 €. Qui est quand même incroyable. Alors, pour l'instant, on peut dire, oui, mais attends, c'est abordable, mais est-ce que c'est durable sur le plan environnement? C'est ça qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'ils ont développé la plateforme sous-jacente, nouvelle plateforme de zéro en Inde pour développer cette Kwid, ils se sont dit, ben, tiens, justement, ben, pourquoi pas utiliser cette plateforme pour développer autre chose? Donc, ils ont la même personne, Gérard de Taubé, qui a inventé donc la Logan et la Kwid, et actuellement en Chine, en train de développer une voiture électrique de 8 000 $. Pourquoi? Parce que dimanche dernier, vous avez entendu parler que la Chine a déclaré officiellement qu'en 2050, ils vont basculer complètement de l'énergie propre. Ils vont bannir toutes les voitures diesel, pétrole, toutes les voitures deviennent électriques. Donc, quand la Chine commence à faire cette bascule, ben, il faut que tous les constructeurs se mettent à l'heure. Okay? Il y aura une phase de, mais c'est normal, il y a une phase de transition, mais quand vous voyez la bascule qu'ils sont en train de faire, c'est quand même incroyable. Parce que je pense que si un grand pays comme la Chine commence à le faire, ben, ça peut quand même forcer, effectivement, pas mal de constructeurs. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'effectivement, on ne peut pas faire cette bascule, si vous êtes un multinational en Chine, de faire rapidement cette bascule d'un modèle classique à un modèle beaucoup plus durable. Alors, ça, c'est effectivement sur le plan de produits spécifiques, hein, pour intégrer les 5 variables. Mais je crois que c'est pas juste un produit à la fois. Je crois que c'est vraiment repenser toute la chaîne de valeur pour la rendre plus frugale. Et là, je pense qu'il faut repenser les économies d'échelle. Et en particulier, je crois qu'on on adule ce concept de scaling. Vous voyez, on parle toujours, oui, mais il faut faire du scaling. Vous voyez, si on est entrepreneur, c'est pas suffisant, il faut faire du scaling. Et je crois qu'il faut apporter cette nuance entre scaling up, qui est de dire, ben, on fait des grosses usines pour produire en grosse quantité, donc c'est vraiment la production de masse. Un nouveau modèle que j'appelle scale out. Donc c'est du scaling, mais pas vertical, mais horizontal, où effectivement on développe des micro-unités de production qui sont flexibles et beaucoup plus proches de points de consommation. Alors ça paraît effectivement intéressant sur le plan théorique, mais sur le plan pratique, comment le faire? Alors pour vous convaincre, j'ai pris une industrie, un secteur qui est hyper réglementé, qui n'est pas connu pour faire l'innovation radicale, mais qui commence cette année en 2017, c'est l'industrie pharmaceutique. Alors ça, c'est une micro-usine de Novartis, un géant pharmaceutique, qui après 10 ans de collaboration avec MIT, va lancer cette année, non, ils sont déjà lancés en Suisse, une micro-usine. En fait, c'est tout le système de production des médicaments qui était en fait très distribué avec 3 usines séparées, hein, matières premières, semi-production, finalisée, 3e usine. Tout ça est maintenant en fait intégré dans un système intégré qui peut être contenu dans cette micro-usine pas plus grande qu'une taille d'un container, un container. Okay? Alors pourquoi un container? Parce que l'idée c'est que si demain il y a une épidémie comme Ebola quelque part, on peut envoyer la micro-usine sur place, fabriquer le médicament localement. Okay? Donc encore une fois, il y a un pattern qui se répète ici, c'est que si le consommateur ne peut pas aller au produit ou au service, il faut que le produit ou service vienne vers le consommateur. Okay? Alors c'est un peu la tendance générale, hein, de l'économie frugale, vous voyez. Et alors cette micro-usine produit des médicaments 10 fois plus vite, avec 70% de capex moindre, et réduit les émissions de 90%. Okay? C'est pour ça que la FDA, donc l'agence de réglementation américaine pour la santé, a déjà approuvé ça, parce qu'ils ont co-créé ça en partenariat avec cette agence. Pourquoi? Parce que ça offre meilleure traçabilité, donc en termes de contrôle de qualité, c'est beaucoup plus importante.
beaucoup mieux en fait. Et puis je crois que troisième bonne pratique, c'est repenser ce que j'appelle le dernier kilomètre. Alors, le dernier kilomètre dans la chaîne de valeur, c'est le lieu de distribution, quoi. C'est les magasins, en fait. Et souvent, on considère ça comme un problème, vous voyez. On dit toujours que le dernier kilomètre, c'est un problème parce que logistiquement, c'est pas facile à gérer ça. Mais je pense qu'il faut repenser ça comme premier kilomètre de co-création avec vos clients. C'est un exemple, par exemple, de Leroy Merlin, qui a converti un de leurs magasins à Ivry-sur-Seine dans un tech shop, un Fab Lab, où effectivement, au lieu de venir acheter un produit comme un meuble, vous pouvez le fabriquer vous-même avec des outils de fabrication qui sont mis à vos dispositions et aussi obtenir une formation qui est offerte par leurs employés. Donc l'idée, c'est qu'avant, la devise, c'était « je consomme donc je suis » et maintenant, c'est « je crée donc je suis ». Et donc, effectivement, c'est pour répondre effectivement aux valeurs de ces consommateurs, il faut effectivement aussi repenser comment on engage justement ces consommateurs, non pas comme des gens passifs qui consomment, mais plutôt des acteurs créatifs. Quatrième bonne pratique, c'est de s'inspirer de la mère nature, qui est très très généreuse. Il y a ce TED Talk de Suzanne Simard du Canada qui est très inspirant, qui parle en fait du fait que les arbres en fait se partagent tout en termes d'informations, de nutriments et autres. Et même les vieux arbres, avant de mourir, partagent même leur sagesse avec les jeunes arbres. Et donc l'idée, c'est de s'inspirer de la nature pour effectivement non pas juste faire la durabilité au sens greenwashing, mais carrément inventer, par exemple, les usines du futur. Alors ça, c'est le cas d'Interface, un grand fabricant de moquettes, un rival de Target, qui est en train de mettre en place en Australie ce qu'ils appellent des usines comme des forêts. Donc en fait, l'idée, c'est s'inspirer de la forêt de telle sorte que l'usine, au lieu de polluer moins et de réduire l'empreinte carbone, va générer ce qu'on appelle de la valeur positive écologique. En particulier, ils vont générer une vingtaine de ce qu'on appelle des services écosystémiques. Ce sont en fait, par exemple, l'eau potable, l'énergie solaire propre pour des communautés locales. Donc, au lieu que l'usine, effectivement, devient... En fait, vous savez, on dit toujours, il y a la loi de la jungle, hein, c'est comme ça qu'on décrit la forêt. En fait, c'est la loi de la bienveillance qui anime la forêt. Donc, c'est vraiment s'inspirer de la forêt, effectivement, dire que, justement, une usine n'est pas juste là pour s'accaparer des ressources de son environnement, mais offrir des ressources à l'environnement. On peut aussi pousser ça un peu plus loin et dire, finalement, qu'est-ce qui se passerait si, effectivement, on parlait de B2B sharing, hein, le partage entre entreprises. Qu'est-ce qui se passerait si vous pouvez partager, par exemple, non pas juste les déchets avec les autres, mais même vos employés et clients avec d'autres entreprises. Ça paraît un peu radical, mais ça se pratique déjà, par exemple, dans la Vendée, avec Venetis, qui est un groupement d'employeurs qui recrute des experts en CDI, et ensuite les partage. Parce qu'effectivement, l'idée, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir un expert par entreprise. Donc, effectivement, l'idée, c'est d'avoir accès à une expertise pointue et ensuite le partager comme un groupement d'employeurs. Donc, c'est le genre d'application possible hein, avec le partage d'employés ou voire de clients. Alors, pourquoi les clients? Je veux pas m'attarder là-dessus parce que de plus en plus de solutions avec SNCF, on le voit déjà, c'est que le consommateur ne cherche pas un service particulier. Il veut pas voyager en TGV, il veut plutôt dire, on appelle ça mobilité point à point. Je veux aller de point A à point B. Et SNCF ne peut pas dire, il faut absolument que tu prends un TGV, quoi. C'est pas possible. Donc, si vous voulez offrir une solution bout à bout, il faut s'associer avec d'autres entreprises. D'où, effectivement, il faut partager vos clients avec d'autres entreprises pour offrir une solution intégrée. Donc, ça, c'est le partage des clients. Mais on peut aussi pousser plus loin et se dire, finalement, qu'est-ce qui se passerait si vous pouvez partager votre propriété intellectuelle, cette fois-ci avec vos rivaux. Alors ça paraît un peu radical, mais en même temps, ça peut être utile si vous voulez, par exemple, que tout votre secteur, tous vos secteurs, toute votre industrie, effectivement, monte en gamme en termes de durabilité, en termes de référents et de standards. C'est le cas de Unilever, un géant de consommation, qui en fait a développé un brevet pour réduire le montant d'aluminium dans les aérosols déodorants de 50%. Ce qui réduit aussi les émissions de 50%. Et après avoir eu une exclusivité de 2 ans, ils l'ont mis en open source, de sorte que même les rivaux, effectivement, peuvent l'utiliser pour en faire le produit. Alors, pourquoi ils le font ça? Parce qu'ils disent finalement, il faut que toute l'industrie crée des benchmarks, parce que vous savez que dans ce secteur, le problème, c'est que si vous êtes tout seul à faire du bien, c'est pas suffisant. C'est malheureux, c'est comme ça.
Des fois, ça vaut le coup justement qu'il y a au moins 3-4 entreprises qui font la même chose afin que ça devienne un référent que tout le monde maintenant commence à utiliser. Et donc, en résumé, je dirais que il faut redéfinir le progrès. Alors, aujourd'hui, le progrès est défini et mesuré par la croissance PIB. Alors, le PIB, c'est un piètre indicateur de mesure développement social, parce que si le nouveau iPhone sort, le PIB augmente, parce que les gens vont acheter des iPhones. Mais en même temps, si un nombre de personnes atteintes de cancer augmente, le PIB va aussi augmenter, parce qu'on estime qu'ils vont dépenser en santé. Okay? Et quand l'Amérique envahit Afghanistan et l'Irak, le PIB augmente parce qu'il y a des trillions de dollars qui sont investis en dépenses militaires. Donc clairement, on voit que c'est pas le bon indicateur de croissance, et surtout que c'est pas comme indicateur. Mon problème, c'est le fait qu'effectivement cette obsession avec la croissance économique comme le seul indicateur de progrès, en fait, on comprend pas qu'en ce faisant, on crée aussi ce qu'on appelle des externalités négatives en termes d'exclusion sociale ou effectivement l'exploitation de ressources naturelles. Et donc, moi, je crois qu'il faut qu'on construise une meilleure économie, effectivement, frugale, qui crée plus de valeur avec moins de ressources, qui s'appuierait sur ces 3 piliers, donc le partage, le mouvement des makers et la circularité. Et voilà, donc merci beaucoup pour votre attention, et je crois qu'on va avoir maintenant la partie discussion. Merci beaucoup. Oui. Tout à l'heure, on parlait de 85% de l'innovation qui servait à rien. Alors, servir à rien, est-ce que ça veut dire que les produits ont été abandonnés? Ou est-ce que dedans, on a bien aussi le fait qu'un produit d'innovation qui ne sert pas aujourd'hui pourrait servir demain? Et si on ne l'avait pas fait, la suivante n'arriverait pas. Bien sûr. Bien sûr. Alors, il y a 2 choses. Alors, le 85%, c'est dû au fait que il n'y a pas une adéquation avec les besoins. C'est-à-dire qu'effectivement, le produit est en décalage avec les besoins des utilisateurs qui finalement disent, ça m'intéresse pas, c'est pas quelque chose dont j'ai vraiment besoin. Et puis, votre deuxième partie de question, c'est qu'effectivement, si ça marche pas, ça veut pas dire qu'il faut s'en débarrasser, quoi. Effectivement, il y a des technologies ou des idées qui ont été utilisées pour développer cette solution-là, qui valent le coup, effectivement, de garder et ensuite de dire, bon, j'ai inventé quelque chose, mais la technologie, elle est bonne, mais peut-être que l'application que j'ai développée avec celle-là n'est pas en adéquation avec les vrais besoins. Mais je peux utiliser cette technologie pour concevoir de meilleures applications qui sont beaucoup plus, en alignement avec les besoins. Et ça, je crois que c'est important parce que ça rejoint l'idée de la circularité que je suis en train d'étudier, c'est de voir comment effectivement on peut réutiliser des technologies et des connaissances. Parce qu'effectivement, le problème, c'est qu'on se dit, oh là, ce produit ne marche pas, hop, on jette, on lance un nouveau produit, un nouveau projet de recherche et développement. Et au lieu de faire ça, ça peut être intéressant de retourner aux anciens produits et voir effectivement s'il n'y a pas de technologie sous-jacente qu'on peut réutiliser maintenant pour effectivement répondre à de nouveaux besoins. Alors, je crois que donc 2 points, c'est si on arrive à vraiment bien cerner les besoins des utilisateurs, on aura moins d'échecs, donc ce sera plus frugal qu'effectivement gaspiller des millions de dollars pour développer des choses qui finalement échouent sur le marché. Et même si ça échoue, ça vaut le coup effectivement de préserver la connaissance ou les technologies qui ont été utilisées pour développer ces solutions-là, parce qu'on peut en faire de nouveaux usages plus tard. Donc c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pas mentionné, mais la Commission européenne en fait vient de publier un rapport il y a quelques semaines, un rapport fondamental sur l'innovation frugale, et le sous-titre c'est en fait la réutilisation des techniques et des technologies existantes. Donc c'est vraiment de dire que il y a des technologies qui existent déjà, qui ont peut-être échoué parce que peut-être les gens n'étaient pas prêts pour ça ou autre, et on peut effectivement réutiliser ça. Alors, par exemple, ça peut être une technologie d'un secteur qui peut être utilisé dans nos secteurs. On le fait déjà, par exemple, dans le domaine de santé, par exemple, il y a beaucoup de technologies de ultrasons qui viennent d'autres secteurs comme le secteur spatial ou l'aviation. Donc, l'idée, effectivement, c'est de pouvoir créer une forme de collaboration transversale entre secteurs. Donc, tout ça, l'idée, c'est de dire, il faut pas gaspiller, en fait. Voilà, c'est ça, quoi. Il y a un gaspillage, on parle de gaspillage alimentaire, mais il y a aussi un gaspillage de connaissances. Il y a des connaissances finalement qui peuvent être très utiles, mais on n'en fait pas de bon usage. Alors, consommer mieux et consommer nouveau. Alors, consommer nouveau, je crois que je peux reformuler ça, je dirais que
c'est pas un besoin de consommer un nouveau produit. C'est plutôt il y a une recherche de nouveauté, quelque chose d'original, que ça, je crois que c'est humain de le rechercher. Et on a assouvi ce besoin-là, effectivement, en upgradant notre iPhone, quoi. C'est ça, voilà. Donc c'est un besoin, je crois qu'il faut déjà comprendre, c'est un besoin légitime, je pense, hein, cette besoin effectivement de quelque chose d'original, de nouveauté. Simplement, au lieu d'aller acheter quelque chose de nouveau, mon point, c'est qu'effectivement, on peut aussi essayer de créer soi-même. Donc, c'est vraiment l'idée de dire que finalement, c'est pas incompatible que quelqu'un effectivement cherche à vivre mieux, en même temps essayer de développer, acheter quelque chose de nouveau. Mais simplement, au lieu d'acheter quelque chose de nouveau, l'idée, c'est vraiment de les introduire à une nouvelle expérience. Et donc, ce n'est pas juste un nouveau produit qu'ils vont aller acheter, mais peut-être une nouvelle expérience de partage, de co-création, par exemple, de nouveaux usages, si vous voulez. Et donc, ça permet effectivement d'assouvir ce besoin de nouveauté, mais pas à l'ancienne mode, vous voyez. C'est vraiment l'idée de dire, ben, j'utilise quelque chose pendant un vêtement, quoi. Je garde pendant un an ou deux et après je me débarrasse parce que je veux quelque chose de nouveau, quoi. Par contre, ça peut être quelque chose où effectivement je fabrique moi-même. Pourquoi pas? Ça peut être quelque chose d'original. Ou alors, ça peut être la nouveauté, c'est effectivement je prolonge la durée de vie des produits, par exemple. Parce qu'effectivement, dans le Fab Lab de Leroy Merlin, l'idée, c'est qu'en fait, si votre machine à laver tombe en panne, c'est aussi apporter la pièce défectueuse pour imprimer en 3D une pièce de rechange. C'est une façon aussi de combattre l'obsolescence planifiée. Donc, c'est aussi une façon de dire que je peux rechercher la nouveauté en créant quelque chose et non pas nécessairement, je me débarrasse de l'appareil et j'achète un nouveau truc, quoi. Donc, c'est vraiment chercher la nouveauté, non pas par une action d'achat, mais avec une action plutôt créative. Voilà. Créative individuelle ou en collaboration. Il y a deux approches ou alors je dirais deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est de créer des contraintes positives. Alors c'est ce que Renault l'a fait. Il a dit effectivement, c'est simple. Vous, c'est quoi, Billancourt, c'est ça. Enfin, le technocentre de Renault, hein, le siège de R&D de Renault. Vous avez besoin des. Alors, je ne vais pas répéter ça, mais bref. Disons que Disons qu'il y a un ingénieur un ingénieur qui développe bon, c'est pas Renault, c'est toutes les grosses boîtes, disons, un constructeur automobile, où un ingénieur a un budget annuel pour développer un rétroviseur qui est le même qui a été utilisé plus ou moins pour construire la Logan. La Logan, la voiture. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, c'est-à-dire que si vous avez l'abondance de ressources, vous n'avez pas l'expérience viscérale de la rareté. Donc, effectivement, j'appelle ça des contraintes positives, c'est-à-dire que il faut créer une contrainte, mais qui n'est pas restreignante, comment on appelle ça, restrictive, vous voyez, qui fait souffrir les gens, et qui les fait rêver et les émancipe en fait. Et c'est ce qui s'est passé avec Logan, c'est de dire finalement, on donne un budget beaucoup moindre. Et par contre, voici les spécifications. Et après, il y a une contrainte, c'est au niveau de prix final qui va être 6 000 €. Et on appelle ça design to cost. Et en général, les ingénieurs, il ne faut pas oublier, c'est que les ingénieurs adorent les challenges. Le problème, c'est que, donc c'est un peu schizophrène, on parlait de schizophrène. Alors, d'un côté, ils adorent les challenges, d'un autre côté, ils ont beaucoup de ressources. Ils deviennent comme des gamins. Alors, une fois que vous avez effectivement des contraintes, là, tout d'un coup, ils disent, oh là là, mais c'est un challenge excitant, c'est de faire mieux avec moi. Au départ, effectivement, c'est pas facile, mais une fois qu'ils l'ont fait, alors, deuxième façon de le faire, c'est effectivement de créer une rivalité saine. Alors, ils l'ont fait chez Renault, ils le font chez Siemens, etc. C'est dire, alors vous faites comme d'habitude, gros budget, classique. Par contre, regardez cette équipe au sein même de l'entreprise, peut-être en Inde et en Chine, ils arrivent à faire 10 fois plus vite, 10 fois mieux et moins cher. Donc, tout d'un coup, on crée une nouvelle référence. Et ça commence à créer une forme de rivalité saine parce que les mecs disent, oui, mais attends, mais s'ils arrivent à faire, il faut le faire. On peut mieux faire ça, mieux que ça. On peut faire 100 fois X, 100X mieux que les autres. Okay? Donc ça, c'est le deuxième point, rivalité saine. Et puis, la troisième façon de le faire, c'est de dire finalement, et ça va se faire de plus en plus, à mon avis, dans pas mal de domaines. Bon, je donne un exemple concret. C'est de dire finalement, peut-être que l'innovation ne sera pas un produit final, parce que c'est quand même coûteux de créer un produit final. Mais peut-être on investit dans une forme de technologie ou de savoir-faire ou une science quelque part, qui ensuite peut être intégrée avec des solutions existantes.
Donc l'idée n'est pas de réinventer la roue, mais plutôt de sélectivement trouver une façon d'améliorer une solution existante. Alors c'est le cas dans le domaine des bâtiments, on le voit beaucoup maintenant. C'est en fait des technologies en fait qui essaient d'améliorer la performance énergétique des solutions existantes. Donc l'idée c'est de ne pas créer de nouvelles solutions, mais plutôt de prendre l'existant et l'améliorer. Et là effectivement la R&D devient différente. Ce n'est plus une question maintenant de développer un nouveau système, mais plutôt essayer de trouver comment on améliore sélectivement un système existant. Alors c'est une autre façon d'innover, et parce que là ça demande une innovation d'usage, hein. C'est beaucoup plus dans le côté d'usage qu'au niveau de R&D classique. Donc voilà. Il y a le monsieur qui... Alors je commence avec vous, je reviens à vous. D'accord. Oui. Bien sûr, bien sûr. Alors oui, mais il y a deux choses dedans, c'est qu'effectivement, c'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire qu'il y a des solutions qui ont vraiment besoin, des problèmes qui ont vraiment besoin de solutions, finalement que c'est le cas par exemple de l'industrie pharmaceutique, hein, ce qu'on appelle des maladies négligées, quoi, qui finalement n'ont pas encore trouvé des solutions. Et là, effectivement, il peut y avoir une politique de soutien de la part du gouvernement, de dire finalement, nous, effectivement, on va acheter ces solutions-là, ces produits-là, si vous les développez. Donc, ça crée un incentive, effectivement, pour développer ces solutions-là. Mais par contre, les partager, je crois qu'on le fait déjà. Par exemple, en Angleterre, ça a commencé, alors je sais pas quand ça va venir en France, ça peut être controversé de le dire, mais en fait, les agences de financement de recherche, en Angleterre exige déjà que effectivement des organisations de recherche, que ce soit les universités ou l'équivalent de CNRS, collaborent entre eux. Donc de plus en plus de brevets maintenant sont développés en conjonction, en partenariat avec plusieurs organisations, et non pas il y a un qui a un monopole. Donc il y a aussi maintenant cette volonté politique de dire finalement, en fait il y a des problématiques qui sont tellement énormes qu'il n'y a pas juste une organisation qui a la réponse complète pour ce problème-là. Donc, il faut aussi inciter les gens à partager les connaissances, à co-créer des solutions qui peuvent être brevetées des fois, ou alors si c'est d'utilité publique, ben il y a aussi maintenant ce débat, c'est de dire finalement, est-ce que justement, qu'est-ce qu'on brevette? Est-ce qu'on brevette l'application finale, ou on brevette peut-être, comment dire ça, la technologie de base quelque part qui peut effectivement être mise en open source, et après l'application finale peut être brevetée. Parce que si vous brevetez la technologie de base, finalement ça va fermer complètement le marché, il n'y aura pas de compétition, il n'y aura pas d'évolution, vous voyez. Donc il y a pas mal de débats là-dessus, effectivement, c'est parce que le partage va bousculer tout, et en même temps aussi le fait qu'il y a pas mal de problématiques qui finalement... Donc effectivement ce qui se passe, c'est que, en d'autres termes, beaucoup d'argent, on voit Silicon Valley, beaucoup d'argent vont c'est un peu l'océan bleu, quoi. Enfin, l'idée c'est ça, c'est-à-dire que beaucoup d'argent vont dans un même, comment on appelle ça, océan, où en fait il y a plein de gens qui essaient de trouver des solutions pour le même problème. Et puis il y a tas d'autres problèmes, il y a personne. Et l'idée effectivement, c'est de créer des incentives pour dire, attendez les gars, pourquoi vous êtes tous là, océan rouge, quoi? Il y a plein d'océans bleus, il y a personne. Alors pourquoi? Parce que c'est très simple, parce que si je suis investisseur, si un gars vient présenter, tiens, je suis en train de développer un nouveau produit, c'est quoi les référents? Qui d'autre le fait? C'est quoi le benchmark? C'est ça le problème toujours. Okay? Si vous êtes le premier à se lancer dans un nouveau marché, les investisseurs ont peur parce que c'est quand même, il faut créer un nouveau marché, il faut façonner un nouveau marché. Ça induit beaucoup plus de coûts de dire, il y a déjà un marché existant et je vais introduire une solution beaucoup plus facilement dans ce marché-là. Oui et non, parce que le système se dessert lui-même. Alors, je vais donner un exemple concret, mais je suis en train de formuler ça de façon beaucoup plus formelle. C'est dans l'intérêt éclairé personnel du système de s'occuper de ce nouveau marché, parce que si les marchés existants se tarissent ou vieillissent, il faut bien trouver de nouveaux marchés. Alors, je vais donner un exemple concret. Hein. C'est pas, ça se fait dans le domaine, mais par exemple, le fait qu'effectivement le système actuel, la majorité des marchés qui sont plus développés sont en Occident, mais les nouveaux marchés maintenant vont être dans les pays émergents. Et là, pour utiliser une métaphore, ici on a déjà les autoroutes et on construit des voitures. Et donc la compétition, c'est qui va construire les meilleures voitures. Là-bas, il n'y a même pas d'autoroute. Alors la question, c'est qui va construire l'autoroute, parce que tout d'un coup, c'est dans l'intérêt éclairé personnel de développer les autoroutes d'abord, pour ensuite pouvoir vendre des voitures.
Alors, qu'est-ce qu'on voit maintenant? C'est que beaucoup d'entreprises disent, mais merde, il faut d'abord construire des autoroutes, oui, métaphoriquement, quoi, pour pouvoir effectivement créer un système pour ensuite vendre ça. Pourquoi? Parce que l'autre système existant est en train de maturer et en fait, c'est en train de saturer aussi. Et là, c'est de mon intérêt de le faire. Alors, on le voit beaucoup dans les pays émergents. Par exemple, il y a GE dans le domaine de la santé. Ils ont créé une nouvelle unité de métier au sein de GE qui s'appelle Sustainable Healthcare Solutions, des solutions de santé durable, qui est en fait basée à Bangalore en Inde, qui est gérée par une Américaine. Et l'idée, c'est de ne pas juste développer, ça répond à une question que quelqu'un posait, juste un appareil médical comme un appareil électrocardiogramme. Ils le font aussi. Mais c'est vraiment bâtir l'autoroute. Donc l'idée, c'est de bâtir un écosystème, des fournisseurs qui sont capables effectivement de produire à petite quantité, parce qu'oubliez pas que ce nouveau système, l'économie frugale, c'est quand on va d'un gros volume à petit volume. Donc toute la chaîne de valeur doit être repensée. Parce que c'est le cas de Danone. Danone au Bangladesh utilise des micro-usines où ils sont capables maintenant de s'approvisionner auprès des éleveurs qui ont 10 vaches. Ils ne peuvent pas faire ça ici. C'est l'élevage intensif, ça ne marchera pas. Donc, tout doit être repensé. Et là, effectivement, pourquoi il faut le faire? Oui, mais les marchés sont là, quoi. On n'a pas de choix. Donc, si vous êtes surtout une entreprise publique, en termes de croissance, malheureusement, on utilise quand même toujours comme indicateur croissance. Là, on voit que la croissance commence à péricliter. Donc, il faut de nouveaux marchés qui portent la croissance. Mais ce sera là. Le problème, c'est que ces marchés, en fait, comme je dis toujours, c'est que ces marchés n'existent même pas encore. Il faut créer ces marchés quelque part. Et là, effectivement, c'est pas facile parce que la personne qui gère ces nouveaux unités métiers, je peux dire qu'ils se font flinguer quand ils viennent au siège. Parce qu'ils disent, mais attendez, tout d'abord, qu'est-ce que vous faites là-bas? Pourquoi ça prend autant de temps? C'est quoi le retour sur investissement? Vous dites, ça va prendre 5 ans, 10 ans pour développer tout ça, mais on peut pas attendre. Donc, ils mettent toujours les bâtons dans les roues, vous voyez. Et donc, être un intrapreneur, comme on appelle, dans ces grands groupes, c'est la galère. Et pourtant, il y a des gens qui le font, comme chez Renault avec la marque. Mais une fois que ça réussit, ça y est. Donc, il faut quelques preuves concrètes, effectivement, c'est possible. Et ensuite, la mayonnaise commence à prendre. Mais au départ, ces gens-là, c'est pas facile pour eux. Voilà. Ce sera pas. Alors, je donnais un exemple concret. C'est le cas de Amul. Amul, c'est une coopérative laitière en Inde qui en fait regroupe justement les petits éleveurs. Donc, il y a aussi des moyens effectivement où on préserve la communauté de valeur des petits éleveurs, mais on les fédère. J'ai discuté par exemple avec les libraires, cas concret, les libraires Mola, là, ça vous intéresserait, allez voir. C'est ce qu'ils font contre Amazon. Ils sont mis ensemble. Tous les petits libraires. Donc au niveau de taille, c'est petit, mais ensemble, ils ont un terme d'approvisionnement, enfin, ça, comment, achat, tout ça, c'est incroyable, vous voyez. Donc il y a des façons, effectivement, surtout avec l'électronique, l'informatique, justement, de fédérer, justement. C'est pour ça que vous voyez dans le système que j'ai montré, ces unités-là ne sont pas isolées. C'est ça le problème. S'ils sont isolés, il y a un problème. Alors pourquoi les entreprises voulaient agréger tout ça? Parce que c'est plus facile comme ça. Mais s'il y a un système qui les fédère, ça crée une interface qui a suffisamment de volume pour justifier effectivement l'évolution des chaînes de production qui vont aller plutôt... Même alors, personnellement, et ça m'excite un peu, c'est que justement, je ne sais pas, par exemple en Afrique, ils sont en train d'aller directement d'un modèle centralisé électrique ici à des microgrids. Donc Schneider Electric, Engie, c'est ce qu'ils sont en train de voir en Afrique, quoi. Donc peut-être qu'ils vont pas aller ils vont pas en fait copier le modèle occidental. Ils vont créer une nouvelle référence. Et donc moi je crois que c'est plutôt en Occident on va désapprendre ce qu'on a fait pour apprendre d'eux. Et non pas que eux ensuite ils vont commencer avec des petits projets et ensuite ils vont copier. Parce qu'en fait en gros si vous voulez, nous on est modèle 1.0. Eux ils sont 2.0. Pourquoi quelqu'un qui est en 2.0 va s'inspirer de 1.0? Ça n'a pas de sens. Donc, c'est plutôt nous qui devons effectivement se mettre à la page, en fait, quelque part, quoi. D'autres... Pardon? Où ça? Dans les Tocal, oui. Ah oui, mais alors ça c'est un vaste sujet. J'étais justement, j'étais à la réunion avant de venir et justement il y a la dame qui est ici qui fait partie effectivement de l'ADIR, l'association des industriels de Réunion. Peut-être que vous pouvez dire ça. Et je crois que je ne veux pas rentrer dans la politique, mais dans une France qui est quand même où le pouvoir est assez centralisé, je pense qu'il est important effectivement de développer effectivement
la capacité d'innovation du territoire. Et je suis très fier d'ailleurs que j'ai appris hier, je ne sais pas si vous le savez, mais en Occitanie justement, alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un de cette région-là, mais il y en a, effectivement, voilà. Je crois qu'il y a la présidente justement qui, je ne savais pas que l'Occitanie compte devenir, je crois, la première région européenne énergie positive, je crois, en 2050, qui est quand même incroyable. Donc il y a déjà des belles choses qui se passent dans ces régions-là, que ce soit régions au sein même des métropoles, la France, ou même dans des territoires dom-tom, par exemple. Et effectivement, ben, je voyage pas mal au sein de la France maintenant. J'étais à La Réunion récemment, et je vois effectivement que La Réunion, c'est un cas de figure intéressant parce que l'insularité, effectivement, de La Réunion, avec donc le changement climatique, la montée de l'eau dans les océans, tout ça, ben, quelque part, ils sont obligés de faire mieux avec moins, quoi. Il y a cette contrainte qui se développe déjà. Et donc, je crois que beaucoup de ces idées que j'ai développées, on le pratique déjà dans pas mal de régions. Je regardais ça. Simplement, ce que je trouve que c'est un peu irritant pour moi, c'est que les médias n'en parlent pas. Souvent, en fait, ça revient à la même chose. Vous voyez, les médias, en fait, ils vont pêcher dans le même lac. C'est toujours les mêmes exemples qu'on donne. C'est plus facile. Souvent, les inventeurs sont à Paris. Voilà, donc alors qu'il y a plein de belles choses qui se font en région. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut créer l'exemplarité. Pour créer l'exemplarité, il faut montrer déjà qu'il y a des innovations qui ont lieu effectivement dans le territoire, les mettre ça en valeur. Et ce matin, je commençais même à m'exciter autour de cette idée, un peu farfelue, mais créer un documentaire qui s'appelle Aux marges. C'est vraiment montrer comment l'innovation se fait dans les marges, dans les régions en fait de la France, pour quelque part montrer qu'il y a beaucoup de dynamisme justement dans la périphérie, comme on appelle quoi. Et c'est une belle façon effectivement de célébrer l'esprit d'innovation finalement qui existe effectivement dans ces régions-là, le territoire. Et de toute façon, le territoire, je peux pas mettre, effectivement, on sait très bien qu'avec la crise de dette publique, etc., ben, il va y avoir une pression énorme sur le territoire de faire mieux avec moins. Et donc, j'essaie aussi de prêcher ça, la bonne parole partout. Voilà. Merci. On a des impératifs. Pas de souci. Merci beaucoup.